présenter et est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Vianney Delourme, journaliste et directeur de publication du journal en ligne Enlargure Paris, qui est un journal créé il y a quelques années par plusieurs journalistes qui avaient pour caractéristique de travailler pour des grands médias nationaux et de vivre en banlieue et d'être insatisfait de la façon dont la relation Paris-banlieue et dont la banlieue était traitée par les journaux, soit sous le mode du tout rose, soit sous le mode du tout gris, ou du tout noir, ou du rien du tout. Et donc à partir de là, on a décidé de prendre la parole pour nous-mêmes. Et voilà, et donc ce média est créé comme ça dans les années 2013-2015 et décide de prendre la parole sur les sujets du Grand Paris. Voilà. Très bien. Alors, j'ai vu que vous étiez un peu, enfin, vous aviez initié des balades urbaines, etc. Ouais. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est l'approche piéton. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va bien en Île-de-France de ce côté-là? Quels sont les atouts de l'Île-de-France, en tout cas du Grand Paris, côté piéton? Peut-être que j'ai une question préalable. C'est quoi le Grand Paris? D'accord. C'est quoi le Grand Paris? Et par rapport à l'Île-de-France, par exemple. Quand on se crée, on est très axé nous sur la question de la banlieue et du rapport banlieue-Paris avec évidemment le périph' au milieu qui est cette espèce de monument symbolique. Et en fait, on tombe dans l'histoire du Grand Paris. Et en 2015, personne ne comprend rien en fait à ce que c'est que le Grand Paris. C'est un projet de transport, ça on a compris. On a pensé un moment, mais un projet dont l'ampleur est encore très mal perçue, encore aujourd'hui en 2020. C'est un projet de gouvernance dont on sait toutes les difficultés entre les différentes instances, les différentes couches administratives. Donc là aussi, c'est un sujet d'expert en fait, et c'est un vrai problème. Et puis c'est aussi un sujet de ressources, c'est un sujet au sens biorégional. Donc le Grand Paris c'est tout ça, et c'est un sacré micmac. Et nous on est parti du principe que c'était le métro qui allait faire le Grand Paris, et que même d'une certaine manière, le Grand Paris est né le jour où Grand Paris région, tant pis pour les limites administratives, on s'en fiche, mais que le Grand Paris est né le jour de l'invention du pass Navigo dézoné. C'est-à-dire que ce jour-là, effectivement c'est Pierre Cerne, ce jour-là, il n'était plus question qu'il y ait des ruptures entre les différentes zones. Et donc avec le petit bout de plastique du pass Navigo, on pouvait aller de Rambouillet à Sevran sans se poser la question des ruptures. Et donc ça crée une carte mentale partagée et un territoire partagé. Alors ensuite, qu'est-ce qui est vrai dans la réalité des usages culturels, de la saturation que ça a entraîné, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour nous, c'était le jour de naissance du Grand Paris. Et ensuite, le métro du Grand Paris, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et ce métro est en train de créer le Grand Paris, ça sans aucun doute. Du coup, est-ce que finalement, ce dézonage, est-ce que ça a libéré les Parisiens? Est-ce que ça les a fait sortir de Paris? Alors, du point de vue des Parisiens, je pense que c'est très lent. Le Parisien scrute encore la frontière du périphérique en se disant qu'au-delà, il y a peut-être des peaux rouges ou c'est un peu dangereux. D'ailleurs, notre premier clip de promotion des balades extramuros, ça avait été faire un détournement de John Wayne. Voilà, et les amis, n'ayez pas peur, prenez la diligence et ça se passera bien. Et je pense qu'un sujet essentiel, c'est culturel, et c'est aussi l'information. Et d'ailleurs, puisqu'il est question de piétons, et pardon pour cette toute petite page d'autopromotion, mais on a gagné un concours de design au pavillon de l'Arsenal l'année dernière, avec un projet de création de panneaux métropolitains qui sont aujourd'hui en train d'être posés dans les rues de Paris par Jean-Claude Decaux sur des panneaux de la ville, donc avec l'accord de la ville évidemment, et qui pointent tous vers des sites culturels ou naturels extramuros, en disant aux Parisiens, vous avez 25 fois le jardin du Luxembourg, donc à la sortie du Luxembourg, au-dessus du RER, de la station RER Jardin du Luxembourg, le parc de Sceaux, 25 fois le jardin, c'est à 10 minutes, allez-y, n'ayez pas peur. Et donc l'idée en fait de donner de l'information, de simplifier aussi le calcul en fait de la mobilité, donc à vélo, comprendre qu'on est en multimodal mais de manière simple, quoi. Le vélo, le RER ou à pied, et donner de l'information, et tout ça, ça permet de faire passer, ça permet de décrisper ou de vulgariser ou de démocratiser ou de faire tomber des barrières culturelles. Donc ça marche plus en Île-de-France?
Alors ça marche plus dans l'autre sens. Déjà les banlieusards ont plus l'habitude de venir à Paris que l'inverse, donc là-dessus voilà, il n'y a pas photo. Mais le vrai enjeu, à mon sens, et ensuite je répondrai à ta question, le vrai enjeu c'est qu'il y ait plus de relations banlieue-banlieue finale. Et ça, pour moi, le métro du Grand Paris Express est un sujet formidable pour y arriver et pour poser même ce concept, sortir de la logique de l'étoile ferroviaire, qui est la logique du milieu du 19e siècle, mais qui a aussi ensuite présidé à la façon dont on a fait l'aménagement de Paris sous le général de Gaulle. Donc, avec les lignes de RER. Avec les lignes de RER en étoile, etc. Donc il y a ce sujet. Voilà. Et ta question, c'était... Non, la question c'est finalement quels sont les freins à la marche en Ile-de-France, notamment un Paris Intramuros. Est-ce qu'il y a des freins à la marche, au mode piéton? Et puis, quand on sort du périphérique, quels sont les freins à la marche et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? La marche, ça c'est pas à vous que je l'apprendrai, mais elle n'a longtemps pas été dans les statistiques du ministère des Transports. Donc c'était un peu le rien du tout de la mobilité pendant... parce que sans doute on préférait les infrastructures coûteuses et hyper techniques et sophistiquées. Donc la marche c'est un non-lieu en fait de la politique urbaine. À Paris, il y a une expo au pavillon de l'Arsenal sur Haussmann qui était intéressante parce qu'elle montrait, il y a 3 ou 4 ans, parce qu'elle montrait qu'à Paris on comprenait instinctivement, le piéton comprend l'îlot parisien. Donc même s'il ne connaît pas un quartier, il sait qu'il va finir par trouver une rue, et ça c'était sans GPS, hein. Le piéton sait qu'il va finir par trouver une rue et que globalement le trottoir c'est toujours le même s'il y a des trottoirs plus ou moins larges, mais le principe, l'aménagement de la ville, c'est toujours le même. Donc Paris est lisible pour un piéton. Ensuite, il y a des difficultés, il y a qu'on connaît, et notamment qui est la domination ahurissante de la voiture sur l'espace public, et le fait que finalement le piéton n'est droit de cité quasiment que sur le trottoir, qui est l'endroit qu'on lui a laissé dans les années 60. Donc ça, c'était la grande histoire des dérives des situationnistes, qui était de dire on est agressé, on nous assigne à résidence avec la voiture et le mode de vie culturel que la voiture véhicule, si j'ose dire, et donc on est censé en fait aller très sagement de la maison à notre voiture à pied et puis basta. Et donc les situationnistes cassent ça en disant on va aller en dérive, on va voir où on passe pour aller rejouer c'est un peu cette assignation en termes d'aménagement urbain. Mais bon, Paris, à mon avis, c'est en train d'être réglé ce sujet, et la question des voies sur berge est presque archéologique derrière maintenant. Nous. Ouais, c'est derrière nous. C'est plus un sujet du tout. Ça a été porté par le vélo, tout ça, ce rapport de force entre mobilité active et voiture ou tout ça. Je pense que le piéton a connu son 1995 avec les dernières grèves, c'est-à-dire que quand j'ai observé boulevard de Magenta des embouteillages piétons, je me suis dit que ça y est, on avait changé d'époque et qu'il allait falloir traiter ce sujet. Et j'ai trouvé ça hallucinant, et aussi sur les places de Paris et sur les portes du Grand Paris, c'est-à-dire les portes du périph'. Et tout d'un coup, il y avait des gens qui se rentraient dedans. Et sans parler de la Covid et de la nécessité de réaménager l'espace public, mais ça a été vachement traité. Donc Paris, globalement, s'est lancé. Ça va pas être simple. Il faut aussi que les cyclistes et les piétons s'entendent. Ce qui ne va pas de soi. Il faut du civisme, il faut de la lisibilité. Il y a quand même un sujet qui est que la signalétique est à usage des voitures, hein, elle est pensée pour les automobilistes. Donc ça, c'est quand même un sujet. Et dans le cadre du déconfinement, on avait suggéré à la ville de Paris de faire, comme le Vélopolitain, des lignes de métro piétons. Donc on appelait ça les métros piétons. Et ça venait notamment de notre observation de ce qui se passait pendant les grèves de l'hiver dernier, qui était que les gens suivaient les lignes de métro, mais en surface, parce qu'en fait les gares sont leur repère dans l'imaginaire des Parisiens, mais aussi de ceux qui ont l'usage de Paris sans être des Parisiens et qui donc ne savent pas nécessairement ce qu'il y a en surface. Donc en fait, il y avait même histoire, même logique que pour le Vélopolitain. On trace des parcours qui sont simples, lisibles. Il y a aussi des questions de densité, piéton, mais aussi de gare en gare.
Parce que Châtelet, à Strasbourg, ça a mis... Exactement, parce que je comprends en fait. Je sais que c'est par là. Et je pense qu'il y a un sujet, à Paris c'est à peu près possible, il y a un sujet qui est celui de retrouver le Nord, c'est-à-dire d'être capable de lire les points cardinaux. Et ça, pour imaginer, et ensuite pour avoir une capacité de projection, même si on a tous des iPhones, mais sur combien de temps ça va me prendre, combien de calories ça va me... etc. Les enjeux de santé publique. Enfin, je veux dire, il y a une autre lecture de la fonction de piéton qui est à imaginer, et du récit, de la narration. Mais Paris, globalement, c'est bon. Et c'est l'extramuros qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est un peu pour ça qu'on y organise plein de promenades. À l'origine, on fait des promenades parce que on se rend compte qu'avec le Grand Paris Express, tout va être chamboulé, tout va être rejoué, tous les rapports, le paysage, l'aménagement du territoire, mais aussi les rapports entre les territoires extramuros. On se dit comment tout ça va marcher. Si on veut rester dans le coup, il faut qu'on aille marcher. La marche, c'est le seul moyen d'appréhender un territoire. Donc, la hauteur d'homme, la vitesse de piéton, c'est comme ça qu'on comprend une ville. Même à vélo, on va trop vite. On fait attention à sa sécurité, etc. Donc, on fait plein de marches. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On fait un espèce de diagnostic de la marchabilité des territoires. Il y a des territoires qui sont des centres urbains comme Paris, il y a des villes qui sont des centres urbains parisiens, haussmanniens ou des années 60 où on marche de la même manière qu'à Paris, où c'est aussi lisible, il y a le petit centre, il y a l'église, il y a machin, il y a le passage piéton, tout ça. Mais la banlieue parisienne, et particulièrement les 91, 93 et 94, c'est aussi dans de larges parties, hein, pas partout, il ne faut pas caricaturer, mais dans de larges parties, c'est ce qu'une géographe qui travaillait pour l'AIGP, l'Atelier international du Grand Paris, a appelé les propriétés de Lucifer. Donc c'est un peu, voilà, ça sent le soufre, mais son objectif, c'était de montrer que toutes les servitudes, que l'héritage post-industriel ou industriel de la banlieue, et que les servitudes métropolitaines, c'est-à-dire les déchetteries, les zones de recyclage, les entrepôts logistiques, les faisceaux ferroviaires, les aéroports, les cimetières, y compris les canaux et les fleuves sans pont, tout ça était plutôt en banlieue, même complètement en banlieue. Et ça date d'Haussmann, enfin ce zonage-là. Et ça crée un tout autre rapport au territoire et à la marchabilité parce que toutes ces grandes emprises sont colossales et elles coupent et le passage et la vue. Donc, et la possibilité de passer et la lisibilité. Donc là, il y a un effort à faire absolument considérable pour pacifier les abords de ces grandes emprises. Et les pacifier, c'est quoi? C'est penser à la qualité à tout ce qui va améliorer la qualité de la présence du piéton. La signalétique est souvent pour les voitures est souvent plantée sur les trottoirs. Les trottoirs, je crois qu'il n'y a pas de définition légale du trottoir, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des trottoirs absolument minuscules. La publicité est faite pour les voitures, mais elle empiète souvent l'espace du piéton. On est dans une société vieillissante, donc il faut penser évidemment aux fauteuils, il y a encore des enfants, donc il faut penser aux poussettes, et puis il faut penser au plaisir d'être là. Et le plaisir passe par le confort du bitume, mais pas seulement. Il passe par la beauté de l'environnement, il passe par la vie, il passe aussi par le fait que le piéton soit légitime. La légitimité du piéton, c'est lui mettre des zébras qui sont entretenus, des passages cloutés entretenus, c'est mettre des feux rouges dont on n'attend pas 45 minutes qui passent au vert avec juste la tolérance de traverser en courant. C'est aussi lire le territoire, c'est savoir où aller, c'est pour les femmes être rassurées, donc il y a une question d'éclairage. Et puis, voilà, ces grandes fractures urbaines, pour reprendre le terme d'un sociologue qui s'appelle Frédéric Errand, ces grandes fractures, il faut les traiter. Parfois on ne peut pas les traiter, parfois on peut. Les traiter, c'est éventuellement mettre des passerelles au-dessus d'un faisceau ferroviaire pour les piétons. Ou au-dessus de la Seine. La Seine en banlieue, c'est un pont tous les 3 bornes, alors qu'à Paris, c'est tous les 250 mètres. Alors ensuite, on est toujours dans le sujet de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est l'absence de pont qui fait qu'il n'y a pas de piéton? Est-ce que c'est l'absence de piéton qui fait qu'il n'y a pas de pont? Mais globalement, je pense qu'il faut regarder le territoire en se disant, dans une projection post-carbone, quels seront les usages. Les gens font ce qu'ils veulent à la fin. L'aménageur essaye, et puis ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Mais
quels sont où est-ce qu'on va pouvoir améliorer, changer le jeu, pousser les gens à se déplacer à pied ou à compléter un peu de transport en commun, un peu de marche. Donc vraiment, ce qui caractérise l'Extramuros, c'est la quantité de fractures qui viennent dire aux piétons stop, ou c'est pas agréable. Il y a aussi un autre sujet très important, et ça rejoint le concept fondamental qui est que c'est le piéton qui fait la qualité de l'espace public. C'est la résidentialisation, c'est-à-dire le fait que partout on clôture l'espace public, y compris, et c'est particulièrement le cas en banlieue, l'espace public, les pelouses sont souvent propriété de bailleurs sociaux, ou de bailleurs fonciers, ou de propriétés privées. Mais, et on a de plus en plus tendance à les clôturer. C'est dommage, parce que c'est de l'espace public, quand même privé, mais public en moins. Et puis c'est dommage parce que ça ferme le passage aux piétons. Moi, dans mes repérages, combien de fois j'ai hurlé parce que y avait des codes partout. Et que même 2 ans auparavant, ils n'étaient pas là. Et aussi des choses qui m'ont fait... Donc là, je suis plus sur la petite couronne, hein. Avec la densification du Grand Paris qui est portée par l'essor de la métropole, on le voit ça. On voit aussi que les dents creuses ont tendance à être moins creuses et remplies, et que se posent des sujets qui est le réseau vernaculaire ancien, ce qu'il en reste, les Santes de Clamart, d'ici les Moulineaux, de Champigny. En fait, c'est peut-être des coûts pour les municipalités, mais c'est quand même des espaces de liberté et des possibilités de passer qui font la qualité de l'espace public. Donc ça, il faut les protéger, il faut les garder ouverts. À Champigny, une société de distribution de grosses motos américaines s'est permis de couper un sentier pour faire avec des grilles, façon grille SNCF, pour entreposer des motos. Et c'est une atteinte en fait à notre liberté de passer et à la qualité, à ce qui fait la qualité urbaine en fait. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu, et puis cet enjeu il se joue différemment en grande couronne. Il se joue sur les différentes échelles de maillage. Après le confinement, moi j'étais en grande couronne et j'ai énormément profité des chemins ruraux. Les chemins ruraux qui n'existent pas sur la carte. Il n'y a pas de carte des chemins ruraux en Ile-de-France, il n'y a pas de carte des chemins ruraux en France. Donc il faut regarder, pour les voir, il faut aller sur la carte du cadastre ou sur les PLU de chaque municipalité. Et j'ai cherché, j'ai questionné la Fédé de rando, j'ai demandé partout, mais où est cette carte des... Parce que j'ai commencé à les adorer, ces sentiers, ces chemins ruraux qui sont l'héritage d'une région qui a été agricole jusqu'il y a 2 générations et qui permettent d'aller d'un village à l'autre sans bagnole, y compris au bout du 91. Enfin, ça peut être un vrai usage. D'ailleurs, c'est un vrai usage. On voit des cyclistes, des joggers, des familles le week-end, donc c'est un vrai usage. Et ça, cet héritage, il faut le protéger, il faut le valoriser, il faut le marquer dans une perspective de paysage post-carbone qui est quand même une hypothèse de travail à 20-30 ans. C'est un déjà là qui a une valeur inestimable. Puis on peut en plus penser que ceux qui ont dessiné ces chemins n'étaient pas complètement cons, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc ces chemins, il faut les protéger de la privatisation. J'ai vu aussi, en sortant de forêt, des chemins ruraux, vicinaux, clôturés par des lotissements. Ça me mettait aussi dans des états pas possibles. C'est scandaleux, ça devrait même pas exister, c'est pas possible. Et c'est un bien commun au sens premier du terme. Et puis, il y a aussi malheureusement, moi je suis un grand défenseur des agriculteurs, de tous les agriculteurs, mais malheureusement, les exploitants agricoles ont le droit, s'ils veulent, d'aller en mairie et de dire ce chemin rural qui traverse mes champs n'est pas utilisé, je demande à ce qu'il soit déclassé et à le détruire. Et si personne ne s'y oppose en mairie dans les 5 ans qui suivent, et en général l'information est peu médiatisée, le chemin est déclassé, l'agriculteur peut donner un coup de tracteur et plus de chemin. Et ça c'est perdu, on trouve ça partout en France, hein, dans le Morvan, mais aussi en Ile-de-France. Ça c'est un peu ballot. Donc voilà, donc ce qui va pas bien, c'est que le piéton n'est pas encore légitime, n'est pas encore aidé, compris, je veux dire encouragé en grande couronne.
Il est encore très challengé par la voiture en petite couronne. Et ce qui va bien, c'est qu'on a une région et un Grand Paris qui sont à l'échelle humaine, qui sont marchables. Et ça, c'est le grand plaisir qu'on a eu, enfin, le diagnostic qui nous a fait plaisir quand on a fait toutes nos balades, nos centaines de kilomètres de repérage dans tous les sens. C'est marchable, nos paysages sont marchables, ils sont à l'échelle de l'homme. Le paysage, c'est quoi? C'est les Hauts-de-Seine avec ses machins, c'est les berges de la Marne, les berges de la Seine. Tout ça, c'est des paysages que le regard embrasse et comprend et qui met du sens et qui sont marchables. Et il faut qu'ils soient marchables pour les protéger, pour en jouir, en bénéficier, etc. Donc voilà, c'est un peu les deux pièces d'une même monnaie. Donc, ce qui va bien, c'est qu'on a un territoire magnifique. On a des projets d'aménagement qui vont prendre toutes les années 2020. Ce Grand Paris Express, c'est une chance inouïe, c'est un cadeau. C'est ce métro banlieue-banlieue qui va apporter la qualité du métro à la banlieue, c'est-à-dire le fait de ne pas regarder des horaires, mais qui va aussi rejouer des quartiers dans lesquels il est temps de penser aux piétons, aux mobilités, mais aux piétons en particulier. Voilà, donc il y a des opportunités, il y a du déjà là formidable, et puis il y a cet héritage du siècle de l'automobile qui n'est pas encore réglé. Et alors, moi je suis parisien, donc c'est facile d'avoir un regard comme ça sur l'extramuros. La question c'est l'usage au quotidien. La question c'est aussi qu'il y a des territoires dans lesquels beaucoup de gens sont piétons parce qu'ils n'ont pas le choix, soit pour des raisons économiques, soit parce qu'il n'y a pas de transport en commun, et souvent ça se rejoint. Entre le 95 et le 93 par exemple, donc entre les grands centres d'habitation du 95 qui sont plutôt desservis par le RERD et la plateforme logistique et de travail de Charles de Gaulle, c'est hyper compliqué. Donc la nuit il y a des dizaines ou des centaines de gens qui marchent pour aller de l'un à l'autre. Donc c'est pas du piéton heureux ça, c'est de la marche assignée, enfin de l'assignation, et il y a un vrai problème d'accès. Et ce barreau absent, il est symptomatique d'une marche populaire contrainte. Donc voilà, la marche n'est pas l'alpha et l'oméga, mais elle est porteuse de qualité de vie, d'urbanité et de qualité aussi dans le périurbain. Il y a un truc, pardon pour finir, je ne comprends pas qui a décidé que les gens ne marcheraient pas le long des départementales. Et donc qu'on pouvait se retrouver à une sortie d'agglomération dense, dans une zone dense, et tout d'un coup il n'y a plus de trottoir, il y a des massifs fleuris pour faire ville fleurie 5 étoiles, mais il n'y a pas de trottoir. Alors, qui a pensé ça? Voilà. Pour les continuités, est-ce qu'il faut faire comme pour le vélo, vite construire des pistes piétonnables comme des pistes cyclables? Des passerelles, des infrastructures, des trottoirs, des marquages piétons. Est-ce que c'est ça la priorité, l'urgence? Alors moi je suis pas du tout urbaniste, aménageur, mais instinctivement, je dirais qu'il faut faire attention à pas faire une compétition des marquages au sol, parce que l'espace urbain a besoin d'être simple et lisible, et puis en plus ça crée de la conflictualité, enfin, l'histoire d'avoir comme à la piscine, hein, les lignes d'eau, voilà. Les vélos, c'était obligatoire de les protéger de la bagnole, mais là on est dans une autre logique. Et parfois il faut protéger les piétons de la voiture et montrer qu'ils ont le droit d'être là. Mais ça passe pas nécessairement par des plots en béton. Ça peut être une signalétique, ça peut être une façon de valoriser l'espace public autrement. Ça peut être donc oui, il y a des endroits où il faut des passages. Il faut plus que les autoroutes soient des murailles de Chine qu'on franchit pas, c'est sûr. Il faudra des passerelles. Il faut des passerelles et il faut. Alors, je sais à quel point c'est compliqué. J'avais entendu des gens de la ville de Paris raconter à quel point il était compliqué de jeter des passerelles piétonnes au-dessus du périph'. C'était des années de discussions, de calculs, etc. Mais bon, la passerelle du Cambodge qui relie la cité universitaire à Gentilly, il en faut 40, et puis il en faut à Vitry, il faut que les Ardoines ce soit ça aussi, il en faut. C'est indispensable que les grandes fractures urbaines soient traitées de manière volontaire. Ensuite, les gens trouvent leurs itinéraires. On le voit bien quand on marche dans certaines villes,
il y a le trottoir, puis à côté il y a un espace, une pelouse, et puis il y a un sentier. Enfin, c'est creusé par les gens qui ont décidé que leur chemin c'était ça et que l'aménagement c'était pas. Donc, en fait, il y a de la liberté. Mais je dirais qu'il faut dire que les piétons, il faut valoriser le déplacement piéton culturellement et faire que l'espace public soit, la question de la présence des femmes et de leur sentiment de sécurité et pas un sujet secondaire. Voilà. T'as d'autres questions? Justement, les chemins ruraux, là, c'est pas les gens qui les ont fait finalement? Est-ce que les cartographier, c'est pas les enfermer, qu'ils évoluent, qu'ils disparaissent, ils réapparaissent en fonction des gens? C'est pas des sentiers. Un sentier, c'est un chemin qui correspond à un usage informel. Et donc, effectivement, les sentiers sont l'indicateur, en général, de zones plutôt populaires, des marges de la métropole. Il faut regarder le travail d'Alexis Pernet, qui est prof de paysage à l'école de paysage de Versailles, et dont le mémoire d'études il y a 15 ans, ça avait été de faire le tour de l'Île-de-France et de chercher la frontière. Et en fait, il avait trouvé la frontière il retrouvait partout les mêmes mobiliers urbains, notamment les machins qui empêchent les caravanes de rentrer sur les parkings, qui sont caractéristiques de ces zones un peu floues, de ces entre-deux, entre le rural et l'urbain bien défini. Mais surtout, il cherchait les sentiers, c'est-à-dire les endroits où effectivement, en bord de talus, il y a un passage. Ça de toute façon, il n'y a rien à faire. Ça va, ça vient, ça dépend des usages. Les chemins ruraux, c'est des chemins ancestraux, c'est du chemin vicinal qui est lié à des usages très très déterminés, des relations entre des villages qui en général sont devenus des petites villes et qui sont quand même assez maous, qui font plus que la taille de la table. On peut se croiser à vélo dans les deux sens, où un véhicule agricole peut passer, donc c'est des vrais chemins qui sont en terre souvent, ou en terre battue, mais en dur, quoi. Donc ça, c'est vraiment du chemin. Et je pense que c'est un peu l'équivalent des chemins de halage, qui avaient un usage technique et qui sont devenus des... servitudes de marchepied. Oui. Et ça complète, enfin je veux dire, ça apporte une couche à la vision multiscalaire ou échelle du réseau marchable. Même les GR en fait, même les sentiers de randonnée, tu peux mettre plein de choses. Le sentier de randonnée, un bout de sentier de randonnée peut compléter un mail piéton, peut compléter un chemin. Et en fait c'est cette vision d'un maillage multi-échelle qui tout d'un coup ouvre énormément de possibilités. Parce que on est piéton, on n'est pas piéton tous les jours, on est piéton le vendredi parce qu'on termine le boulot plus tôt, qu'il fait beau, qu'on est en juin, et puis quand il pleut, on n'est pas piéton, on est automobiliste ou cycliste ou transport en commun, ou quand il fait hyper beau, qu'on a envie de se vider la tête, on est piéton parce qu'on descend 3 stations avant la station habituelle. Et donc, mais c'est cette possibilité de jouer sur tous les tableaux, elle est vachement importante. Et on est piéton différemment en milieu rural, dans 80% de l'Île-de-France, c'est du milieu rural, ou dans le Grand Paris urbain, ou dans les petites villes? Est-ce qu'il y a des distinctions à faire? Les distances. Les distances, ça change tout. La proximité... Mais est-ce que ça a des implications en termes d'aménagement, ces distances? Est-ce qu'on va penser les choses de la même façon ou pas? Les chemins ruraux, par exemple, c'est plutôt en rural, comme son nom l'indique. C'est ça. Je pense qu'on est sur une vision. J'ai observé dans l'Urpois, dans le sud de l'Essonne, les gens prendre les chemins ruraux pour aller à la gare SNCF la plus proche en vélo. Et le week-end, c'est jogging, c'est petites balades, c'est le chien, etc. Donc, on n'est pas dans un déplacement métro boulot dodo évident. Ensuite, tout le monde ne va pas bosser dans un bureau tous les jours. Il y a les retraités, il y a les familles, il y a les joggeurs. Enfin, voilà. Donc, c'est pas la même chose qu'un centre urbain dans lequel il faut une reconquête piétonne parce que c'est la qualité de vie, que c'est une nécessité de santé publique et de dépollution. C'est pas la même histoire. Mais la grande couronne ne doit pas être l'oublié de la culture piétonne. Et notamment, je pense que c'est important de ne pas stigmatiser la voiture en grande couronne parce que d'abord c'est une nécessité absolue et qu'il y a des cultures hybrides en fait.
et qu'il y a des, on n'est pas les mêmes on n'est pas les mêmes usagers ou les mêmes acteurs en fonction du type d'air dans lequel on vit, et puis en fonction aussi de la semaine, ou du jour de la semaine, ou du mois de l'année. Donc, voilà. Et alors ces chemins ruraux, il faudrait les cartographier, les protéger, Oui. il faut les les cartographier. réaménager, les bétonner. Non, il ne faut pas les bétonner parce que ça n'a pas de sens. Il faut les cartographier. Et je pense qu'il y a un enjeu très important qui est de faire du paysage post-carbone avec ces chemins ruraux. L'agriculture est quand même une forme d'industrie dans certains territoires. Et les enjeux de biodiversité, ils sont différemment problématiques qu'en ville, mais ils sont problématiques. Et ma conviction, et d'ailleurs un de nos projets, un de nos rêves, c'est d'inventer des chemins comestibles. En tout cas, on pense qu'il faudrait planter des arbres le plus possible le long de ces chemins ruraux pour recréer les haies bocagères qui ont été détruites par le remembrement. Ça aurait une vertu paysagère, 2, de coupe-vent, 3, de biodiversité, et 4, de plaisir. Parce que dans la marche, on ne marche pas dans les endroits sans plaisir, où on n'a pas de plaisir. Parfois on est obligé de marcher, voilà, c'est comme ça, mais si on veut pousser les gens à marcher, il faut faire du beau. Il faut du beau. Ou il faut, comme en ville, de la variété, de la vie. Enfin, on n'est pas très loin de la rue du Faubourg-Saint-Denis. Rue du Faubourg-Saint-Denis, c'est un spectacle. H24, 7 jours sur 7, on est toujours même quand on y habite, on est toujours étonné, on marche, il se passe des trucs, c'est dingue. Pour avoir envie de marcher sur les chemins ruraux, il faut des arbres, il faut du paysage. Et il faut faire du paysage post-carbone. Donc il faut planter, et on a intérêt à planter avant qu'il fasse trop chaud d'ailleurs. Voilà. C'est juste que j'ai une surchauffe